Première partie. C'était au temps où j'errais, la faim au ventre, dans Christiana, cette ville singulière que nul ne quitte avant qu'elle lui ait imprimé sa marque. Je suis couché dans ma mansarde, éveillé, et j'entends au-dessous de moi une pendule sonner 6 heures. Il faisait déjà grand jour et les gens commençaient à circuler dans l'escalier. Là-bas, près de la porte, ma chambre était tapissée avec de vieux numéros de Morgan Bladett. Je pouvais y voir distinctement un avis du directeur des phares et, un peu à gauche, grasse et rebondie, une annonce de pain frais de Fabian Olsen, boulanger. Aussitôt j'ouvris les yeux tout grands et, suivant une vieille habitude, je me mis à réfléchir, cherchant si j'avais aujourd'hui quelque sujet de me réjouir. J'avais été un peu serré dans les derniers temps. L'un après l'autre, mes effets avaient pris le chemin de ma tante. J'étais devenu nerveux et susceptible. À 2 ou 3 reprises aussi, j'étais resté au lit toute la journée à cause de vertiges. De temps en temps, quand la chance me souriait, je pouvais à la rigueur toucher 5 couronnes pour un feuilleton dans un journal ou l'autre. Le jour grandissait et je me mis à lire les annonces là-bas, près de la porte. Je pouvais distinguer jusqu'au maigre caractère grimaçant de « Suaire » chez Demoiselle Andersen, à droite sous la porte cochère. Cela m'occupa un long moment. J'entendis la pendule au-dessus sonner 8 heures avant de me lever pour m'habiller. J'ouvris la fenêtre et regardai dehors. D'où j'étais, j'avais vu sur une corde à linge et un terrain vague. Tout au bout, il restait, de l'incendie d'une forge, un foyer éteint que quelques ouvriers étaient en train de déblayer. Je m'accoudai à la fenêtre et examinai le ciel. Il allait certainement faire une belle journée. L'automne était venu, la saison délicate et fraîche où toute chose change de couleur et passe de vie à trépas. Dans les rues, le vacarme avait déjà commencé et ce bruit m'attirait dehors. Cette chambre vide, dont le plancher ondulait à chaque pas que j'y faisais, était pareille à un lugubre cercueil disjoint. Il n'y avait pas de serrure convenable à la porte et pas de poêle dans la chambre. J'avais coutume de coucher la nuit sur mes chaussettes pour les avoir à peu près sèches le lendemain matin. Le seul objet avec lequel je pusse me distraire était un petit fauteuil rouge, à bascule, où je m'asseyais le soir pour y somnoler en songeant à maintes et maintes choses. Quand le vent soufflait fort et que les portes au-dessous étaient ouvertes, toutes sortes de sifflements bizarres se faisaient entendre à travers le plancher et les cloisons. Et là-bas, près de ma porte, des fissures longues d'une main s'ouvraient dans le Morgan Bladett. Je me redressai, allai dans le coin du lit inspecter un paquet, à la recherche d'un peu de nourriture pour déjeuner, mais je ne trouvai rien, et revins à la fenêtre. Dieu sait, pensai-je, si jamais cela me servira à quelque chose de chercher une situation. Ces multiples refus, ces demi-promesses, ces non tout secs, ces espoirs tour à tour nourris et déçus, ces nouvelles tentatives qui à chaque fois tournaient à rien, avaient eu raison de mon courage. En dernier lieu, j'avais sollicité une place de garçon de caisse, mais j'étais arrivé trop tard. Au surplus, je ne pouvais fournir caution pour 50 couronnes. Toujours il se trouvait un obstacle ou un autre. Je m'étais aussi présenté au corps des sapeurs-pompiers. Nous étions une 50aine d'hommes dans le préau, bombant la poitrine pour donner une impression de force et de grande hardiesse. Un inspecteur faisait la ronde et examinait ses postulants, leur tâtait les bras et leur posait des questions. Devant moi, il passa tout droit et se contenta de secouer la tête en disant que j'étais refusé à cause de mes lunettes. Je me présentai une seconde fois, sans lunettes. Je me tenais les sourcils froncés, les yeux aigus comme des couteaux, et de nouveau l'homme passa tout droit devant en souriant. Il avait dû me reconnaître. Le pire de tout, c'était que mes vêtements avaient commencé à devenir si minables que je ne pouvais plus me présenter dans une place en homme convenable. Avec quelle régularité, quel mouvement uniforme j'avais descendu la pente, constamment. J'avais fini par être si singulièrement dénué de tout qu'il ne me restait pas même un peigne, pas même un livre à lire quand la vie me devenait par trop triste. Tout l'été durant, j'avais rôdé dans les cimetières ou dans le parc du château, où je m'asseyais et composais des articles pour les journaux, colonne après colonne, sur les choses les plus diverses, inventions bizarres, lubies, fantaisies de mon cerveau agité.
Dans mon désespoir, je choisissais souvent les sujets les plus inactuels, qui me coûtaient de longues heures d'effort et n'étaient jamais acceptés. Quand un morceau était fini, je m'attaquais à un nouveau et me laissais rarement décourager par le nom des rédacteurs en chef. Je me disais sans cesse qu'un jour cela finirait bien par réussir. Et en effet, quand j'avais la veine et que mon article était assez bien tourné, je pouvais parfois toucher 5 couronnes pour le travail d'un après-midi. De nouveau je me redressais, quittais la fenêtre, allais vers la chaise qui me servait de toilette. J'humectais avec un peu d'eau les genoux luisants de mon pantalon pour les noircir et leur donner l'air plus neuf. Cela fait, je mis comme à l'ordinaire du papier et un crayon dans ma poche, et je sortis. Je me glissai en grand silence en bas de l'escalier pour ne pas éveiller l'attention de mon hôtesse. Quelques jours étaient passés depuis l'échéance de mon terme, et il ne me restait plus de quoi le payer. Il était 9 heures. Le bruit des voitures et des voix emplissait l'air. Immense chœur matinal où se fondaient les pas des piétons et les claquements de fouet des cochers. Ce bruyant trafic de toutes parts me redonna aussitôt de l'énergie, et je commençai à me sentir de plus en plus content. Rien n'était plus loin de ma pensée qu'une simple promenade dans l'air frais du matin. Qu'importait l'air à mes poumons? J'étais fort comme un géant, et j'aurais pu arrêter une voiture avec mon épaule. Un sentiment étrange et délicat s'était emparé de moi, le sentiment de toute cette joyeuse insouciance. Je me mis à observer les gens que je croisais ou dépassais, et j'allais, lisant les affiches sur les murs, cueillant l'impression d'un regard qu'on me lançait d'un tram en marche, laissant entrer en moi les moindres bagatelles, toutes les menues contingences qui croisaient ma route et disparaissaient. Si seulement on avait un peu à manger par une si belle journée. L'impression de ce gai matin me subjuguait. J'étais incapable de réfréner ma joie, et je me mis à fredonner de contentement, sans motif précis. Devant une boucherie, une bonne femme, le panier au bras, était arrêtée et méditait sur des saucisses pour son déjeuner. Quand je passais près d'elle, elle me regarda. Elle n'avait plus qu'une dent de devant. Nerveux et facilement impressionnable comme je l'étais devenu ces derniers jours, le visage de la femme me causa soudain une sensation de dégoût. Sa longue dent jaune avait l'air d'un petit doigt qui lui sortait de la mâchoire, et son regard était encore tout chargé de saucisses quand elle le tourna vers moi. Du coup, je perdis l'appétit, et le cœur me leva. En arrivant à la halle aux viandes, j'allai à la fontaine et bus un peu d'eau. Je levai les yeux. Il était 10 heures, au clocher de notre Sauveur. Je continuais à marcher par les rues, flânant sans me soucier de rien, m'arrêtais à un coin sans nécessité, changeais de direction et pris une rue latérale où je n'avais aucune affaire. Je laissais aller les choses, errant dans le matin joyeux, berçant mon insouciance de ci, de là, parmi les autres heureux mortels. L'air était vide et clair, et il n'y avait pas une ombre sur mon âme. Depuis 10 minutes, j'avais eu constamment devant moi un vieil homme boiteux. Il portait un paquet d'une main et marchait avec tout son corps, travaillant de toutes ses forces pour prendre de la vitesse. Je l'entendais souffler de fatigue, et l'idée me vint que je pourrais porter son paquet. Toutefois, je ne cherchais pas à le rattraper. En haut de la rue Gransen, je rencontrai Hans Pauli, qui salua et passa très vite. Pourquoi était-il pressé? Je n'avais pas la moindre intention de lui demander une couronne. Je voulais même, au tout premier jour, lui renvoyer une couverture que je lui avais empruntée quelques semaines plus tôt. Aussitôt que je serais un peu remonté, je ne voulais plus devoir de couverture à personne. Peut-être commencerai-je dès aujourd'hui un article sur les crimes de l'avenir, ou le libre arbitre, n'importe quoi, quelque chose d'intéressant qui me rapporterait 10 couronnes au moins. Et à la pensée de cet article, je me sentis tout à coup traversé d'un besoin impérieux de m'y mettre tout de suite, pour épancher la plénitude de mon cerveau. J'allais me chercher un endroit convenable dans le parc du château, pour ne pas me reposer avant d'avoir fini. Mais devant moi, dans la rue, le vieil estropié continuait à faire les mêmes mouvements clopinants. À la fin, cela commençait à m'irriter d'avoir tout le temps cet invalide devant moi. Son voyage semblait ne jamais devoir prendre fin. Peut-être s'était-il fixé précisément le même but que moi, et tout le long du chemin il me faudrait l'avoir sous les yeux. Dans mon exaspération, il me sembla qu'à chaque croisement de rue, il ralentissait un brin, comme s'il m'attendait, pour voir quelle direction j'allais prendre. Sur quoi il se remettait à balancer son paquet dans les airs et repartait de toutes ses forces pour prendre de l'avance.
Plus je vais, et plus je regarde cet être obsédant, plus je me sens remplie d'irritation contre lui. J'avais le sentiment que petit à petit, il me gâtait ma belle humeur, et du même coup, entraînait avec soi dans la laideur cette pure, belle matinée. Il avait l'air d'un gros insecte, boitillant, qui voulait à toute force se faire une place dans le monde et garder le trottoir pour soi tout seul. Comme nous arrivions au sommet de la côte, je me rebiffai. Je ne voulais pas me laisser faire plus longtemps. Je me tournai vers la vitrine d'une boutique et m'arrêtai pour donner à l'homme l'occasion de passer son chemin. Après quelques minutes, quand je me remis à marcher, il était de nouveau devant moi. Lui aussi s'était arrêté sur place. Sans réfléchir, je fis 3 ou 4 pas en avant, furieusement, rattrapai l'homme et le frappai sur l'épaule. Il s'arrêta net. Nous nous mîmes à nous dévisager mutuellement. « Un petit sou pour acheter du lait, » dit-il enfin, en penchant la tête de côté. « Allons bon, me voilà bien. » Je fouillai dans mes poches et dis « Pour acheter du lait, oui. L'argent est rare par le temps qui court, et je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes vraiment dans le besoin. »« Je n'ai pas mangé depuis hier à Drammen, » dit l'homme. « Je n'ai pas un sou vaillant, et je n'ai pas encore trouvé de travail. »« Vous êtes ouvrier ? » ?»« Oui, je suis piqueur de bottines. »« Quoi ? » ?»« Piqueur de bottines. Du reste, je sais aussi faire des souliers. »« Ça change la thèse, dis-je. Attendez-moi ici quelques minutes. Je vais aller chercher un peu d'argent pour vous. Quelques heureux. » En toute hâte, je descendis la rue des Saules, où je connaissais un prêteur sur gage au 1er étage. Du reste, je n'avais encore jamais été chez lui. En entrant sous la porte cochère, j'enlevai vivement mon gilet, le roulai et le mis sous mon bras. Puis je montai l'escalier et frappai à l'échoppe. Je m'inclinai et jetai le gilet sur le comptoir. « 1 couronne et demie, » dit l'homme. « Bien, merci, » répondis-je. N'était qu'il commençait à devenir trop étroit, je ne m'en serais pas séparé. Je ramassai la monnaie et la reconnaissance et me retirai. Au fond, c'était une vraie trouvaille, ce gilet. J'aurais encore de l'argent pour un copieux déjeuner, et avant ce soir, mon article sur les crimes de l'avenir serait sur pied. Sur-le-champ, je commençais à trouver l'existence plus douce, et me hâtais de retourner vers l'homme pour me débarrasser de lui. « S'il vous plaît, lui dis-je, je suis heureux que vous vous soyez adressé à moi de prime abord. » L'homme prit l'argent et se mit à m'examiner. Qu'est-ce qu'il regardait de tous ses yeux? J'eus l'impression qu'il concentrait son attention sur mes genoux de pantalon, et je me lassais de cette impertinence. Le drôle, croyait-il que j'étais vraiment aussi pauvre que j'en avais l'air? N'avais-je pas autant dire commencer un article de 10 couronnes? Au surplus, je n'avais aucune crainte pour l'avenir. J'avais beaucoup de fer au feu. Alors, est-ce que ça regardait cet inconnu si je faisais largesse d'un menu pourboire par une si belle journée? Le regard de l'homme m'irritait, et je résolus de lui donner une leçon avant de le quitter. Je haussai les épaules et dis « Mon brave homme, c'est une vilaine habitude que vous avez prise de manger des yeux les genoux d'un homme quand il vous donne une couronne. » Il renversa la tête en arrière contre le mur et ouvrit la bouche. Un travail se faisait derrière son front de gueux. Il pensait sans doute que je voulais le narguer d'une manière ou de l'autre, et il me tendit l'argent. Je frappai du pied et jurai qu'il le garderait. Se figurait-il que je voudrais m'être donné pour rien toute cette peine? Tout bien considéré, je lui devais peut-être cette couronne. J'avais comme le souvenir d'une vieille dette. Il avait devant lui un homme intègre, honnête, jusqu'au bout des ongles. Bref, l'argent était à lui. Oh, pas la peine de me remercier. Ça avait été une joie pour moi. Adieu. Je m'en allais. Enfin, j'étais débarrassé de cet invalide persécuteur et je pouvais retrouver mon calme. Je redescendis la rue des Saules et m'arrêtai devant un magasin de comestibles. La vitrine était remplie de victuailles et je me décidai à entrer acheter quelque chose pour manger en chemin. « Un morceau de fromage et un petit pain, » dis-je en jetant ma demi-couronne sur le comptoir. « Du fromage et du pain pour toute la somme ?» demanda ironiquement la femme sans me regarder. « Pour les 50 aurés, » répondis-je impassible. Je ramassai mes emplettes, dis bonjour à la grosse vieille femme avec une politesse extrême, et à toute allure je gagnai le parc par la rampe du château. J'y cherchai un banc où je serais seule, et me mis à ronger gloutonnement mes provisions. Cela me fit du bien. Il y avait longtemps que je n'avais pris un repas aussi abondant, et peu à peu je me sentais envahir par ce calme repu qu'on éprouve après une longue crise de larmes.
Un grand courage montait en moi. Il ne me suffisait plus d'écrire un article sur un sujet aussi simple et aussi banal que les crimes de l'avenir. Du reste, c'était à la portée de n'importe qui. Il n'y avait qu'à inventer ou même à tout bonnement lire l'histoire. Je me sentais capable de plus grands efforts. J'étais en humeur de vaincre des difficultés, et je me décidai pour un traité en 3 parties, sur la connaissance philosophique. Naturellement, j'y trouverai l'occasion de mettre à mal quelques-uns des sophismes de Kant. Quand je voulus prendre ce qu'il me fallait pour écrire, avant de commencer mon travail, je découvris que je n'avais plus de crayon sur moi. Je l'avais oublié dans l'échoppe du prêteur. Mon crayon était resté dans la poche du gilet. Grand Dieu! Comme tout prenait plaisir à marcher à rebours. Je proférais quelques jurons, me levai de mon banc et fis les 100 pas dans les allées. Partout, un grand calme. Tout là-bas, vers le pavillon de la reine, quelques bonnes d'enfants trimbalaient leurs voitures. À part elles, on ne voyait personne nulle part. J'étais horriblement irrité et je croisais rageusement devant mon banc. Est-ce que tout ne tournait pas remarquablement mal, et de tous les côtés? Un article en 3 parties allait échouer pour le simple motif que je n'avais pas dans ma poche un bout de crayon de 10 aurés. Si je redescendais rue des Saules pour me faire rendre mon crayon, il me resterait encore le temps d'achever un bon morceau avant que le parc fût rempli de promeneurs. Et puis, tant de choses dépendaient de ce traité de la connaissance philosophique. Peut-être le bonheur de plusieurs hommes, on ne sait jamais. Je me dis à moi-même qu'il serait peut-être d'un grand secours à bien des jeunes gens. Réflexion faite, je ne m'attaquerais pas à Kant. Je pouvais fort bien l'éviter. Il me suffisait de dévier imperceptiblement quand j'arriverais à la question du temps et de l'espace. Mais pour Renan, je ne répondais de rien, ce vieux curé de Renan. En tout état de cause, il s'agissait de faire un article de tant et tant de colonnes. Mon terme impayé, les longs regards de l'hôtesse quand je la rencontre le matin dans l'escalier, me tourmentaient toute la journée, et ressurgissaient même au moment heureux où, à part cela, je n'avais pas une pensée sombre. Il fallait en finir. Je sortis rapidement du parc pour aller chercher mon crayon chez le prêteur. En descendant la rampe du château, je rattrapais 2 dames et les dépassais. Je frôlais la manche de l'une d'elles au passage. Je levai les yeux. Elle avait un visage plein, un peu pâle. Soudain elle rougit et devint étrangement belle. Je ne sais ce qui la fait rougir, peut-être un mot entendu d'un passant, peut-être simplement une silencieuse pensée intérieure, ou bien était-ce parce que j'avais touché son bras? Sa poitrine haute eut quelques violentes ondulations, sa main se crispa rudement sur le manche de son ombrelle. Que se passait-il en elle? Je m'arrêtai et me laissai dépasser de nouveau, incapable pour le moment d'aller plus loin, tant cela me paraissait bizarre. J'étais d'une humeur irritable, mécontent de moi-même, à cause de l'aventure du crayon, et grandement excité par toute cette nourriture que j'avais absorbée le ventre vide. Tout à coup, sous une fantastique inspiration, ma pensée prend une direction singulière. Je me sens possédé d'une étrange envie de faire peur à cette dame, de la suivre et de la contrarier d'une manière ou de l'autre. De nouveau, je la rattrape et la dépasse, me retourne brusquement pour me trouver face à face avec elle et la dévisager. Arrêtée, je la regarde droit dans les yeux, et j'invente, séance tenante, un nom que je n'ai jamais entendu, un nom d'une consonance fluide et nerveuse, Illa Djali. Quand elle fut assez près de moi, je me dressai de toute ma hauteur et lui dis d'un ton pressant. « Vous perdez votre livre, mademoiselle. » J'entendais le battement de mon cœur dans ma poitrine en prononçant ces paroles. « Mon livre ?» demande-t-elle à sa compagne, et elle continue son chemin. Ma méchanceté croissante me fit suivre la dame. Instantanément, j'eus pleine conscience de commettre une sottise, sans toutefois pouvoir m'en empêcher. Mon trouble était tel qu'il échappait à mon contrôle. Il m'inspirait les plus folles suggestions, et je leur obéissais à tour de rôle. J'avais beau me dire que je ne me conduisais comme un idiot, cela ne servait à rien. Je faisais les plus absurdes grimaces derrière le dos de la dame, et je toussais furieusement plusieurs fois en la dépassant. Je marchais tout doucement devant elle, avec quelques pas d'avance. Je sentais ses yeux dans mon dos, et involontairement je me courbais sous la honte de l'avoir ainsi tourmentée. Petit à petit, il me vint une impression singulière, l'impression d'être très loin, tout autre part. J'avais le sentiment mal défini que ce n'était pas moi qui marchais là, sur les dalles du trottoir,
en courbant le dos. Quelques minutes après, la dame arriva à la librairie Pacha. J'étais déjà arrêté devant la première vitrine, et quand elle passa près de moi, je m'avançai et répétai « Vous perdez votre livre, mademoiselle !»« Mais quel livre ?» dit-elle d'une voix angoissante. « Tu comprends de quel livre il parle ?» Et elle s'arrête. Je me délecte cruellement de son trouble. La perplexité que je lis dans ses yeux me ravit. Sa pensée est incapable de concevoir cette apostrophe insensée. Elle n'a pas de livre sur soi, pas trace, pas le moindre feuillet d'un livre. Et pourtant elle cherche dans ses poches. À plusieurs reprises elle ouvre les mains et les regarde. Elle tourne la tête et examine la rue derrière elle. Elle surmène son petit cerveau fragile jusqu'à la plus extrême contention pour trouver de quel livre je parle. Son visage change de couleur, prend tantôt une expression, tantôt une autre, et j'entends sa respiration oppressée. Les boutons de sa robe eux-mêmes ont l'air de me fixer comme une rangée d'yeux pétrifiés. « Ne fais donc pas attention à lui, » dit sa compagne en l'attirant par le bras. « Il est tout bonnement ivre. Ne vois-tu pas que le type est ivre ?» Si étranger que je fusse à moi-même en ce moment, et entièrement en proie à des influences invisibles, je remarquai pourtant tout ce qui se passait autour de moi. Un grand chien brun traversa la rue en courant, aux environs du square du Lund, et descendit vers Tivoli. Il portait un étroit collier de métal blanc. Plus haut dans la rue, une fenêtre s'ouvrit au premier étage. Une bonne s'y pencha, les manches retroussées, et se mit en devoir de nettoyer les vitres à l'extérieur. Rien n'échappait à mon attention. J'avais toute ma clarté et ma présence d'esprit. Le flot des choses me pénétrait avec une netteté étincelante, comme si une lumière intense s'était faite subitement autour de moi. Les dames devant moi avaient toutes deux une aile d'oiseau bleu sur leur chapeau et un ruban de soie écossais autour du cou. L'idée me vint qu'elles étaient sœurs. Elles obliquèrent, s'arrêtèrent devant le magasin de musique de Sisler et se mirent à causer. Je m'arrêtai aussi. Toutes deux revinrent sur leurs pas, reprirent le chemin par lequel elles étaient venues, passèrent de nouveau près de moi, tournèrent le coin de la rue de l'université et montèrent jusqu'à la place Saint-Olaf. J'étais tout le temps sur leurs talons, aussi près que je l'osais. Une fois, elles se retournèrent et me jetèrent un regard mi-effrayé, mi-curieux. Je ne vis dans leur mine aucune indignation, pas un froncement de sourcils. Cette patience devant mon importunité me remplit de honte et je baissai les yeux. Je ne voulais plus les contrarier, je voulais seulement par pure gratitude les suivre du regard, ne pas les perdre de vue, jusqu'au moment où elles entreraient n'importe où et disparaîtraient. Devant le numéro 2, une grande maison à 3 étages, elles se retournèrent encore une fois, puis entrèrent. Je m'appuyai à un réverbère près de la fontaine et tendis l'oreille. Le bruit de leurs pas dans l'escalier s'éteignit au premier étage. Je m'écarte du réverbère et regarde la maison. Il se passe alors quelque chose de singulier. Là-haut, des rideaux s'agitent. L'instant d'après, une fenêtre s'ouvre, une tête se penche et 2 yeux au regard étrange se posent sur moi. « Il a Djali !» dis-je à mi-voix, et je me sentis rougir. Pourquoi n'appelait-elle pas au secours? Pourquoi ne poussait-elle pas un des pots de fleurs pour m'écraser la tête? Pourquoi n'envoyait-elle pas quelqu'un pour me chasser? Nous restons là, à nous regarder dans les yeux, sans faire un mouvement. Cela dure 1 minute. Des pensées éclosent entre la fenêtre et la rue, sans qu'un mot soit prononcé. Elle se détourne, cela me donne une secousse, un léger choc à l'âme. Je vois une épaule tourner, un dos disparaître dans la chambre. Cette démarche lente, en quittant la fenêtre, l'accentuation de ce mouvement de l'épaule, on eût dit des signes à mon adresse. Mon sang perçut ce délicat salut, et d'un coup je me sentis merveilleusement joyeux. Alors, je fis demi-tour et redescendis la rue.